Imaginez l'enfer, non pas l'enfer des flammes, mais l'enfer de glace, où chaque souffle gèle et où la mort ne guette pas seulement dans les balles, mais dans l'air lui-même. Maintenant, imaginez devoir vous battre pour votre vie, jour après jour, sans prendre une douche pendant des mois, voire des années, sans eau propre, sans savon, encerclé par des millions d'ennemis invisibles. C'est un scénario cauchemardesque, n'est-ce pas? Pourtant, pour des millions de soldats sur le front de l'Est, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était la réalité cruelle et indéniable, une épreuve qui défiait toute imagination. Nous parlons d'un froid à fendre la pierre, de températures atteignant 40 degrés en dessous de zéro, où l'hygiène de base devenait un luxe inaccessible, et son absence, un ennemi aussi mortel que n'importe quelle balle allemande ou soviétique. Pensez-y un instant à l'étendue désolée et blanche de la Russie, où la neige s'étendait à perte de vue sous un ciel gris qui semblait pleurer en silence. Le vent hurlait, un son fantomatique qui taillait l'âme, tandis que le crépitement lointain des tirs rappelait à tous que la guerre, malgré la glace, était bien vivante. C'était une scène de brutalité sans précédent, un conflit d'une ampleur monumentale qui engloutissait vie et espoir comme un trou noir. Mais au milieu de toute cette horreur des batailles épiques, des chars qui avançaient et des avions qui déchirèrent les cieux, il y avait un ennemi silencieux, un adversaire omniprésent et implacable, souvent ignoré par les livres d'histoire, la saleté, les maladies et la perte conséquente de la dignité humaine. Il est difficile pour nous aujourd'hui, avec nos douches chaudes, nos savons parfumés et l'eau traitée à volonté, de comprendre l'ampleur de cette souffrance. Mais pour les soldats qui se battaient dans les tranchées gelées aux abords de Stalingrad et de Leningrad, dans des forêts denses et enneigées, ou dans des villages détruits servant d'abri de fortune, la réalité était tout autre. Le manque de conditions sanitaires adéquates n'était pas un simple désagrément. C'était une sentence de mort lente et agonisante. Il n'y avait pas d'eau pour se laver les mains, encore moins pour une toilette décente. Du savon, une relique d'un passé lointain. Les vêtements collaient au corps, imprégnés de sueur, de sang, de boue et d'autres fluides qu'on préfère ne pas imaginer. C'est révoltant rien que d'y penser, n'est-ce pas? On parle beaucoup des grandes stratégies, des généraux, de l'armement, mais on parle peu du quotidien d'un soldat qui passait des semaines, voire des mois, sans pouvoir changer de tenue, sans se raser, sans se couper les cheveux, sans se laver le visage. Les poux étaient un fléau, une infestation qui rongeait le moral et la peau. La gale se propageait comme un incendie. Les blessures ouvertes, qui dans des conditions normales auraient été facilement traitées, gangrenaient rapidement, devenant des portes ouvertes aux infections mortelles. Le typhus, la dysenterie, la fièvre des tranchées, ces maladies, invisibles et insidieuses, fauchaient des vies aussi cruellement que les grenades et les fusils. Lors des guerres précédentes, les maladies tuaient souvent plus de soldats que les combats eux-mêmes. Pendant la guerre de sécession américaine, par exemple, pour chaque soldat tué au combat, 2 mouraient de maladie. Pendant la guerre franco-prussienne, la proportion était encore plus choquante. Et sur le front de l'Est, avec le froid extrême et la précarité absolue, cette réalité se répétait d'une manière encore plus brutale. Ce n'était pas seulement l'ennemi en face qui terrorisait, c'était aussi l'ennemi à l'intérieur du corps, qui se propageait par le manque d'assainissement de base. C'était un véritable calvaire, une situation de désespoir qui rongeait l'âme. Chaque jour était une bataille non seulement contre les adversaires armés, mais contre l'environnement hostile lui-même et la dégradation du corps. La simple tâche d'aller aux toilettes au milieu de la neige, par Dora 40 bar cirque extedar, était une opération risquée, qui exposait le corps au froid mortel et à la honte. L'urine gelait avant d'atteindre le sol, les excréments durcissaient instantanément. L'image est forte, je sais, mais il est nécessaire de comprendre l'ampleur de ce que ces hommes ont affronté. C'était une lutte constante pour la survie, où la dignité humaine était la première victime. Ce documentaire plonge au cœur de cette réalité choquante, un pan de l'histoire qui reste souvent dans l'ombre. Nous allons explorer comment cette absence de conditions sanitaires adéquates a entraîné des épidémies dévastatrices, une dégradation physique et psychologique accablante, et une lutte quotidienne contre des parasites qui semblaient sans fin. C'est une souffrance humaine inimaginable, un chapitre de la Seconde Guerre qui mérite d'être raconté en détail, afin que nous n'oublions jamais le prix de la guerre sous toutes ses facettes, même les plus sales et les plus dérangeantes. Préparez-vous pour un voyage aux côtés d'Ivan Volkov et de Klaus Richter, où le véritable ennemi n'était pas seulement l'homme en face,
mais la condition humaine elle-même poussée à l'extrême. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé comme jamais auparavant. Cependant, la véritable immersion dans la brutalité du front de l'Est nous transporte dans un scénario où l'ennemi le plus implacable ne portait pas d'uniforme ni ne brandissait d'armes, mais se manifestait plutôt dans chaque souffle glacial, dans chaque flocon de neige qui tombait sans cesse. C'était un froid à couper le souffle, une glace qui pénétrait l'âme et transformait le paysage même en un champ de bataille implacable, avec des températures qui chutaient facilement à 40 degrés négatifs effrayants. Ce n'était pas seulement un inconfort, un simple test de résistance. Le froid, mes chers amis, c'était une arme létale, aussi ou plus puissante que n'importe quel projectile. Il gelait des rivières entières, les transformant en routes de glace traîtresses ou en barrières infranchissables. La neige, qui ailleurs pourrait être vue comme un beau manteau, devenait là un désert blanc et silencieux, capable d'engloutir hommes et machines, masquant les dangers et rendant chaque pas difficile. N'importe quel liquide, aussi petit soit-il, se transformait en glace solide en quelques minutes. L'eau, cette ressource si basique et essentielle à la vie, était un luxe inestimable. Obtenir de l'eau à boire nécessitait un effort herculéen, impliquant souvent la tâche ardue de faire fondre la neige sur un feu précaire, s'il y avait du bois, ou avec la chaleur du corps, au risque de gelure. Quant à se laver, l'idée était tout simplement impensable, une fantaisie lointaine, qui n'habitait que les souvenirs d'un temps et d'un lieu qui semblaient appartenir à une autre dimension. Imaginez la scène. Le soldat Ivan Volkov, jeune recrue soviétique, le visage marqué par l'épuisement et la glace, sentait ses vêtements durcis et gelés sur sa propre peau. Chaque mouvement était une torture, chaque fibre du tissu collée au corps, lui volant la chaleur vitale. Ces abris de fortune, souvent de simples trous dans la neige ou des excavations humides et étroites dans la terre gelée, offraient peu ou pas de protection contre le vent glacial et l'humidité pénétrante. L'idée de maintenir une quelconque propreté personnelle, de se débarrasser de la saleté accumulée, de la sueur congelée sous les couches de vêtements, était une chimère, un rêve qui s'évanouissait face à l'urgence de la survie. De l'autre côté de la tranchée, le soldat Klaus Richter, un sergent allemand plus expérimenté, mais non moins éprouvé, était témoin de la même dégradation. Il voyait ces hommes, autrefois fiers et soignés, se transformer en figures dépenaillées, avec des barbes et des cheveux emmêlés de glace et de saleté. Les bottes, qui devaient protéger les pieds, se transformaient souvent en blocs de glace, provoquant gangrène et amputation. L'hygiène, autrefois une routine civilisée, était maintenant un concept abstrait, presque offensant dans son impossibilité. Comment se laver quand l'eau gelait avant même de toucher la peau? Comment garder ses vêtements propres quand la seule source de chaleur était la chaleur du corps et le feu d'un foyer qui dégelait à peine la neige environnante? Cette condition climatique brutale affectait directement la logistique d'hygiène d'une manière que peu de gens peuvent mesurer. Il n'y avait pas de savon, pas de serviettes, pas même la possibilité d'une douche rapide. L'humidité des abris, combinée au manque de ventilation, créait un environnement propice à la prolifération des maladies et des champignons sur la peau. Les blessures, même les plus légères, s'infectaient rapidement, transformant de petites égratignures en ulcères purulents qui se propageaient silencieusement. En plus des combats sanglants, des balles qui sifflaient et de l'artillerie assourdissante, les soldats affrontaient une guerre sanitaire invisible, mais tout aussi mortifère. Le manque d'hygiène n'était pas seulement un inconfort, c'était un déclencheur d'un cycle vicieux de souffrance. La saleté attirait les parasites, les plaies ouvertes étaient des portes d'entrée pour les infections et l'épuisement minait toute capacité de résistance. La difficulté à faire fondre la neige pour boire était déjà une bataille quotidienne. Imaginez la même quantité d'eau, suffisamment chauffée pour laver un visage et encore moins tout le corps, était au-delà de l'entendement. C'était une réalité où l'odeur de sueur, de fumée, de poudre et d'urine congelée se mélangeait en une puanteur âcre qui imprégnait tout et tout le monde. L'infirmière Lena Petrova, dans les hôpitaux de campagne, voyait de près les conséquences de cette guerre silencieuse. Elle s'occupait d'hommes dont les conditions d'hygiène étaient si précaires que les blessures de combat étaient souvent le moindre de leurs soucis. Gelures sévères, infections généralisées et maladies de peau étaient la routine. La saleté et le froid étaient des alliés invisibles de l'ennemi, minant le moral et la santé des combattants des deux côtés.
C'était un scénario de dégradation physique et psychologique que peu de gens peuvent imaginer. Chaque jour qui passait, la bataille contre le froid et la saleté devenait plus désespérée, et avec elle surgissait un problème encore plus immédiat et visible, un ennemi qui rampait et piquait, multipliant le tourment de chaque soldat. Cet ennemi, rampant et implacable, ne portait pas d'uniforme et ne brandissait pas d'armes, mais sa présence était plus dévastatrice que bien des grenades. C'était pour les poux, mes chers amis, un fléau biblique en plein XXe siècle, qui se multipliait sans contrôle dans les tranchées gelées du front de l'Est. Chaque jour, chaque nuit, l'infestation devenait plus dense, plus insupportable, transformant la vie des soldats en un véritable enfer personnel. Au milieu du froid intense et de la crasse incrustée, ces petits parasites trouvèrent l'environnement parfait pour prospérer, transformant les uniformes en nids, les cheveux en forêts et les barbes en cachettes. C'était à donner la chair de poule rien que d'y penser. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était la réalité crue, un tourment qui volait le sommeil et le peu de lucidité qui restait. Imaginez la scène, des soldats entassés dans des abris de fortune, sales, affamés, épuisés. La surpopulation était inévitable, un bouillon de culture parfait pour la prolifération de ces bêtes. Les poux se logeaient dans les coutures des uniformes, dans les plis des vêtements, où la chaleur du corps les maintenait au chaud. Ils s'accrochaient aux poils, à la peau, et commençaient leur festin piquant sans arrêt, suçant le sang de leurs hôtes. La démangeaison, la démangeaison. Ce n'était pas une petite démangeaison quelconque, de celle que l'on résout d'un coup de main. C'était un prurit incessant, profond, qui brûlait, qui blessait la peau, qui menait au désespoir. Les hommes se grattaient jusqu'au sang, créant de petites plaies, qui, dans ces conditions insalubres, étaient des portes ouvertes aux infections. Le corps se transformait en une carte de croûtes et d'écorchures, un témoignage silencieux de la guerre invisible qu'il menait contre ces minuscules oppresseurs. Pour Ivan Volkov, la jeune recrue soviétique, la présence des poux fut un coup de plus porté à son idéalisme initial. Lui, qui rêvait de défendre la patrie avec bravoure, se retrouvait maintenant à lutter contre des insectes qui infestaient chaque centimètre de son corps. Au début, la répulsion était totale, un choc, mais avec le temps, la répulsion se transforma en une irritation constante, un bruit de fond permanent dans son existence déjà tourmentée. Ivan essayait de tout, dans la mesure du possible. Quand il avait un moment de répit dans l'abri exigu, avec la lumière vacillante d'une bougie ou le bout d'une cigarette, il tentait de chasser les poux. C'était un rituel macabre, en prendre un par un, l'écraser entre ses ongles, ressentant un mélange de dégoût et d'une petite, éphémère victoire. Le claquement caractéristique du poux écrasé était le seul bruit de triomphe que de nombreux soldats connaissaient sur ce front. Il se voyait passer des heures, les yeux hagards, à chercher dans les coutures de son uniforme, dans ses cheveux emmêlés, essayant, en vain, d'éradiquer le fléau. C'était une bataille perdue, un effort qui ressemblait plus à une façon d'occuper l'esprit qu'à une solution réelle. Le soulagement était de courte durée, car le lendemain, ou même en quelques heures, de nouveaux envahisseurs seraient déjà là, piquants et tourmentants. Du côté allemand, le sergent Klaus Richter, plus expérimenté et sceptique, faisait face à l'infestation avec une résignation amère. Pour lui, les poux n'étaient qu'une composante de plus de cette guerre sale, une couche supplémentaire de dégradation. Il avait déjà tout vu, mais la persistance de ces parasites rongeait l'âme. Klaus adonnait également au rituel de la chasse, mais sans la même ferveur qu'Ivan. Pour lui, c'était une routine, une partie inévitable du quotidien. Il utilisait la flamme d'un briquet ou le bout incandescent d'une cigarette pour brûler les nids de poux dans les coutures, sentant l'odeur de cheveux brûlés et la chair roussie des insectes. C'était une tentative désespérée de contrôle, un effort pour retrouver un minimum de dignité dans un environnement qui volait tout. Il savait que c'était inutile, qu'à chaque nouveau jour de combat, à chaque nuit passée dans des abris bondés, l'infestation recommencerait. Les conversations entre les soldats se résumaient souvent à des récits de démangeaison, du nombre de têtes que chacun avait tuées, dans une sorte de compétition bizarre et déprimante. C'était un sujet universel qui unissait les ennemis dans leur souffrance commune. L'idée de faire bouillir les vêtements pour éliminer les poux et leurs lentes était un luxe inimaginable la plupart du temps. Dans le rigoureux hiver russe, avec des températures atteignant facilement les $40 au Cirkextedar, l'eau était une ressource précieuse et souvent gelée. Chauffer une quantité suffisante pour un lavage adéquat, maintenir le feu allumé assez longtemps pour que l'ébullition fasse effet,
et ensuite avoir le temps de faire sécher les vêtements avant qu'ils ne gèlent et deviennent inutilisables, c'était une séquence de tâches presque impossible à réaliser. Et même lorsqu'une opportunité se présentait, dans un village détruit où un poêle à bois pouvait être improvisé, la scène était pathétique. Des soldats, le corps exposé au froid, attendant que leurs vêtements sèchent, tout en sentant leur peau fourmiller de l'absence momentanée des insectes, sachant que la trêve serait courte. C'était une bataille qui se déroulait non seulement dans les tranchées, mais sur la peau, dans l'esprit et dans l'âme de chacun. Le problème, cependant, allait bien au-delà de l'inconfort et de la dégradation personnelle. Ces petits parasites n'étaient pas seulement une source d'irritation, ils étaient des vecteurs de maladies graves, un danger réel et invisible qui se propageait avec la même rapidité que l'infestation. Les poux de corps, en particulier, étaient les principaux transmetteurs du typhus épidémique, une maladie qui se propageait comme un incendie dans les conditions de surpopulation et de manque d'hygiène du front de l'Est. Chaque démangeaison, chaque piqûre, chaque plaie ouverte sur la peau devenait un risque mortel. Les soldats vivaient sous une menace constante, non seulement des balles ennemies ou du froid glacial, mais aussi d'une épidémie silencieuse qui pouvait décimer leurs troupes aussi efficacement que n'importe quelle attaque. L'impuissance face à ce fléau était écrasante, et la sensation de répulsion se mêlait à la peur. Le corps, déjà affaibli par la faim et le froid, devenait un terrain fertile pour la maladie. La démangeaison n'était que le prélude à quelque chose de bien pire, à un ennemi qui, une fois installé, ne donnait pas de répit, et qui commencerait bientôt à exiger son prix de manière encore plus cruelle. Dans cet enfer glacé, la menace la plus insidieuse ne venait pas du canon ennemi, mais d'un adversaire invisible, qui se multipliait dans la saleté et le désespoir, fauchant des vies sans faire de bruit. Le front de l'Est, plus qu'un champ de bataille, est devenu un foyer pour des maladies qui se propageaient comme un feu de paille, dévorant la résistance des soldats de l'intérieur. Le manque d'hygiène, ajouté à l'infestation parasitaire, a ouvert les portes à une épidémie silencieuse mais brutale, qui a transformé la vie et la mort en un tourment inimaginable pour ces hommes. Le typhus, par exemple, était un véritable enfer sur Terre, avec des fièvres très élevées qui rendaient les soldats délirants, des maux de tête lancinants et des éruptions cutanées qui semblaient marquer les corps pour la mort. Transmis par les poux qui infestaient chaque vêtement, chaque pli de peau, il se propageait à une vitesse effrayante, transformant des tranchées entières en infirmeries à ciel ouvert. La dysenterie, quant à elle, transformait toute évacuation en un tourment sanglant, déshydratant et affaiblissant les hommes jusqu'à l'épuisement, les rendant de simples squelettes ambulants, incapables même de tenir un fusil, et encore moins de se battre. L'eau contaminée, la nourriture mal conservée et l'absence de latrines adéquates étaient les catalyseurs parfaits pour ce fléau qui drainait la vie des bataillons. Et cela ne s'arrêtait pas là. La gale, avec son prurit incessant, perforait la peau des soldats, provoquant des plaies ouvertes qui, dans ces conditions précaires, s'infectaient rapidement. D'autres infections cutanées, comme l'impétigo et les furoncles géants, étaient une constante, affaiblissant davantage des hommes déjà épuisés. Ces maladies, qui en temps de paix auraient été facilement traitées, sont devenues sur le front de l'Est aussi mortelles que les balles ennemies. Elles ne faisaient au pas que prendre la vie, mais aussi la dignité, la capacité de se battre, transformant des hommes forts en nombre d'eux-mêmes, proie facile pour le froid, la faim et l'ennemi. Au milieu de ce chaos sanitaire, l'infirmière Lena Petrova, avec ses yeux fatigués mais déterminés, était témoin de la tragédie en première ligne dans les hôpitaux de campagne improvisés. Là, dans des tentes glaciales ou des sous-sols humides, elle et son équipe menaient une bataille ingrate contre la vague de malades et de blessés. Les lits étaient rares, souvent de la simple paille sale sur le sol gelé. Il n'y avait pas assez de médicaments, pas d'eau propre, encore moins de savon pour une hygiène de base. C'était un effort herculéen, presque un miracle, de maintenir un minimum de conditions pour soigner les blessés qui arrivaient en masse, souvent déjà avec des plaies infectées, sentant la mort et le pus. Lena voyait dans les yeux de chaque soldat le mélange de douleur physique et de désespoir, la honte d'avoir le corps rongé par les parasites et les maladies, une souffrance qui allait au-delà de la munition ou des éclats d'obus. Les médecins de l'époque, la voix étranglée par l'impuissance, enregistrèrent dans leurs journaux la difficulté à contenir les épidémies. « C'est comme essayer de vider l'océan avec un seau percé », écrivait l'un d'eux,
décrivant le taux de mortalité qui, dans certains bataillons, dépassait même les pertes directes au combat. Le manque de connaissances sur la transmission de certaines maladies, allié à l'absence de conditions sanitaires minimales, créait un cycle vicieux de contamination et de mort. Les files de soldats malades étaient interminables, et le choix de qui recevrait un traitement, ou du moins un palliatif, était une décision cruelle qui pesait sur les épaules des rares médecins et infirmières disponibles. Une simple égratignure, une petite blessure d'éclat qui, dans des conditions normales, aurait été facilement traitée, devenait sur le front de l'Est une sentence de mort. Sans eau propre pour désinfecter, sans antiseptique, l'infection s'installait rapidement, transformant la peau en chair vive, gangrenant des membres entiers et forçant des amputations brutales, souvent pratiquées sans anesthésie adéquate, au milieu des hurlements du vent et des blessés. Lena Petrova voyait ces cas quotidiennement. La chair sombre et froide, l'odeur douceâtre de la nécrose qui s'accrochait aux narines. Elle savait que chaque coupure, chaque ampoule, chaque piqûre de pouls était une porte ouverte à la mort, et que le manque d'hygiène était un bourreau aussi efficace que n'importe quel tireur d'élite. La guerre, pour ces hommes et ces femmes, n'était pas seulement contre les chars et les mitrailleuses. C'était une lutte quotidienne, au corps à corps, contre un ennemi microbiologique invisible qui se glissait à travers les vêtements sales, l'eau contaminée, le contact humain inéluctable. Il fauchait des vies silencieusement, sans honneur, sans gloire, juste avec la froide statistique d'un corps de plus à enterrer dans le sol gelé. C'était un ennemi qui ne faisait pas de distinction entre soviétiques et allemands, entre idéalistes comme Ivan Volkov et sceptiques comme Klaus Richter. Tous étaient exposés à la même vulnérabilité, à la même dégradation physique qui rongeait non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Mais la dégradation physique n'était qu'une partie de l'équation. Le contact constant avec la maladie, avec la mort lente et agonisante des compagnons, rongeait l'âme des soldats, laissant des cicatrices invisibles aussi profondes que les blessures visibles. La perte de la dignité, l'impossibilité de maintenir un minimum de décence personnelle, ajoutée à la douleur physique et à l'épuisement, ouvrait un gouffre existentiel que peu parvenaient à combler. Cet impact psychologique, cette érosion de l'espoir, était un ennemi aussi puissant que le typhus, et préparait le terrain pour un effondrement mental qui entrait de nombreux survivants longtemps après le cessez-le-feu. Mais la saleté, la puanteur et les parasites n'étaient pas seulement des vecteurs de maladies ou des catalyseurs d'un désespoir abstrait, ils étaient les bourreaux de la dignité humaine elle-même, rongeant l'essence de ce que signifiait être un homme, un citoyen, un individu. La boue gelée qui s'accrochait aux bottes et aux vêtements, la graisse rance imprégnée dans la peau, l'odeur aigre de sueur, d'urine et de sang séché qui devenait le nouveau parfum du combat, tout cela formait une couche immense, non seulement physique, mais existentielle qui étouffait l'âme de chaque soldat. L'incapacité de se laver, de se débarrasser des croûtes qui s'accumulaient jour après jour, transformait la personne en quelque chose de méconnaissable, en une ombre graisseuse de son ancien moi. C'était une épreuve qui allait bien au-delà du physique, vous voyez? C'était un coup dur qui descendait profondément dans la psyché, blessant l'estime de soi et la notion de qui vous étiez. Le soldat Ivan Volkov, qui rêvait un jour de rentrer chez lui et de raconter des histoires d'héroïsme, pouvait à peine se regarder dans le reflet trouble d'une flaque d'eau. Le jeune idéaliste, dans la vingtaine, voyait son corps couvert de poux qui infestait chaque couture de son uniforme, chaque mèche de cheveux. Le prurit incessant était une torture constante, un rappel vivant et irritant de sa condition subhumaine. Il essayait de se souvenir de l'odeur de la cuisine de sa mère, de l'étreinte de sa petite amie, de la fraîcheur d'un bain de rivière en été, mais ces souvenirs, autrefois un refuge, étaient maintenant du pur poison. Ils étaient un contraste si brutal avec sa réalité fétide qu'ils causaient une douleur plus aiguë que n'importe quelle blessure. La vue de ses propres mains, sales, avec des ongles cassés et encrassés, était un choc. Ce n'étaient pas les mains qui un jour avaient tenu une guitare ou aidé à la récolte, c'étaient les mains d'une bête, un être rampant, forcé de vivre dans la saleté. Chaque jour, Ivan sentait un morceau de son identité s'évanouir, comme la neige fondant sous le faible soleil d'hiver. Il se demandait si, s'il survivait, il parviendrait un jour à se sentir propre à nouveau, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Est-ce que la tâche de la guerre, de la saleté, de la déshumanisation s'effacerait un jour? Il en doutait. De l'autre côté,
Le soldat Klaus Richter, un sergent allemand, plus âgé et endurci par l'expérience, ressentait également le poids de cette dégradation. Il avait déjà vu beaucoup de choses, mais jamais une chute aussi vertigineuse dans la dignité. Klaus, qui a toujours tenu à la discipline et à l'image impeccable du soldat de la Wehrmacht, se retrouvait maintenant en haillons, le visage couvert d'une barbe emmêlée et sale qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Les vêtements, autrefois un uniforme de fierté, n'étaient plus que des loques puantes qui le protégeaient à peine du froid et étaient une invitation ouverte à plus de parasites. La différence entre ce qu'il était et ce qu'il était devenu était flagrante. Il se souvenait de l'époque où, en temps de paix, il était normal de prendre un bain chaud après une journée de travail, de se parfumer, d'aller au théâtre ou de retrouver des amis pour une bière. Maintenant, l'idée d'un bain chaud semblait un luxe d'une autre planète, une fantaisie lointaine et presque irréelle. Chaque fois qu'il se frottait le visage avec de la neige, dans une vaine tentative de se sentir un peu moins sale, il ne voyait la saleté que s'étaler et non partir. La perte de dignité était un coup constant porté au moral. Comment un homme pouvait-il garder sa santé mentale, la décence, lorsqu'il était forcé de vivre comme un animal, se vautrant dans sa propre crasse et celle de ses camarades? Cette odeur d'égout humain qui l'accompagnait était un rappel cruel et constant de sa nouvelle condition. Il n'était plus Klaus Richter, le sergent. Il n'était qu'un corps parmi d'autres corps, tous aussi sales, tous aussi jetables. Le manque d'intimité était un autre facteur brutal. Il n'y avait pas de coin pour s'isoler, pour pleurer en silence, pour essayer de trouver un moment de paix. Les abris de fortune, les tranchées exiguës, les villages détruits, tout était un espace partagé de misère et de puanteur. Il n'y avait pas moyen d'avoir une minute de répit, de réflexion. L'esprit n'avait nulle part où fuir. Le souvenir d'un miroir, autrefois un objet trivial, devenait maintenant une torture psychologique. Ivan et Klaus et tant d'autres évitaient leur propre reflet, car ce qu'ils voyaient n'était pas un homme, mais un spectre émacié, avec des yeux enfoncés, une peau pâle et craquelée, et une expression de désespoir qui semblait plus ancienne que la guerre elle-même. C'était comme si la saleté avait rongé non seulement la peau, mais l'âme, laissant une marque indélébile de honte et de dépersonnalisation. La capacité d'interaction humaine était également profondément affectée. Le toucher, autrefois un geste de tendresse ou de réconfort, était maintenant évité, car il signifiait la transmission de poux, de maladies, de saleté. L'étreinte d'un ami, une poignée de main, tout devenait problématique, chargé d'un poids qui allait au-delà de la camaraderie. L'infirmière Lena Petrova, dans son hôpital de campagne, était témoin de cette dégradation de près. Elle voyait non seulement les blessures physiques, mais la plaie ouverte dans la dignité de chaque soldat qui arrivait. Le regard vide, l'apathie, l'incapacité de réagir à quelque chose d'aussi simple qu'un chiffon humide sur le visage. Beaucoup préférèrent la mort à l'humiliation continue de vivre dans cette misère. L'absence de tout confort ou intimité aggravait des troubles mentaux qui étaient à peine compris à l'époque, mais que nous reconnaissons aujourd'hui comme le stress post-traumatique. La saleté n'était pas seulement un problème de santé publique, c'était une tâche morale, une preuve vivante que l'être humain, dans des conditions extrêmes, pouvait être réduit à quelque chose de presque méconnaissable. L'espoir, qui était déjà une ressource rare, était encore plus pulvérisé par l'impossibilité de se sentir un minimum humain. C'était un cycle vicieux de désespoir. La saleté engendrait des maladies, les maladies engendraient plus de faiblesse et de désespoir, et le désespoir menait à l'apathie, qui à son tour empêchait toute tentative de dépassement. L'esprit, déjà fragilisé par la guerre, était opprimé par ce rappel constant de sa propre abjection. C'était le fond du trou, mec, l'arrière-garde de l'existence. Cependant, même dans cet abîme d'indignité, un instinct primordial de survie, de recherche d'un minimum d'humanité, pulsait encore. Une quête désespérée de solutions, aussi improvisée ou futile qu'elle puisse paraître, pour récupérer un lambeau de ce qu'ils étaient avant tout cela. C'était comme une flamme têtue au milieu d'une tempête. Au milieu de cet enfer blanc, où la vie semblait un luxe et la mort une certitude à chaque tempête de neige, l'être humain essayait encore, avec une obstination presque enfantine, de s'accrocher à un reste de dignité. L'hygiène, un mot presque oublié, se transformait en une bataille quotidienne, un acte de résistance contre la dégradation totale. Il ne s'agissait pas de propreté, mais du maintien d'un minimum d'humanité dans un scénario qui semblait conçu pour déshumaniser. Les solutions étaient improvisées, désespérées.
de véritables bricolages de survie, comme on dit par ici, mais qui, malgré tout, offraient un répit bref et illusoire dans la misère. Le soldat Ivan Volkov, la jeune recrue qui rêvait un jour de la gloire de la patrie, avait maintenant la gloire réduite à un filet de vapeur. Les mains tremblantes, il faisait fondre la neige dans une boîte de conserve cabossée sur un feu précaire, à peine allumée avec des branches humides et l'espoir que le vent ne l'emporte pas. Chaque goutte d'eau liquide était un trésor, un miracle éphémère. Il en portait un peu à sa bouche, ressentant le choc thermique, avant que, d'un geste rapide et presque rituel, il n'humidifie son visage et ses mains. La sensation était d'un soulagement instantané, mais qui ne durait que quelques secondes, avant que l'eau ne se transforme en une fine couche de glace sur la peau, la tirant et intensifiant le froid. C'était une tentative symbolique, un clin d'œil à la civilisation qu'il connaissait, un rappel qu'un jour il y avait eu du savon et de l'eau chaude. La saleté et la sueur de la guerre, cependant, étaient trop profondes pour être enlevées par un geste si fugace. C'était comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau, une bataille ingrate, mais qu'il ressentait le besoin de mener pour ne pas se livrer complètement à la barbarie. De l'autre côté de la tranchée, le soldat Klaus Richter, le sergent allemand plus expérimenté et sceptique, observait la même scène de désespoir chez ses propres camarades. Il avait lui-même déjà tenté le même exploit. Avec un morceau de tissu rugueux et une poignée de neige, il se frottait le corps, essayant d'enlever la croûte de saleté et la démangeaison incessante causée par les parasites qui infestaient chaque centimètre de peau et de vêtements. La neige, avec ses cristaux tranchants, servait de gommage brut, égratignant la peau, mais procurant une sensation momentanée de propreté qui était rapidement remplacée par la brûlure du froid extrême. C'était un vrai supplice, une galère sans fin. Parfois, il utilisait un peu de sable mélangé à de la neige, une pâte abrasive qui promettait d'enlever plus que la saleté superficielle, mais qui, en pratique, ne faisait qu'irriter davantage la peau déjà abîmée. À chaque tentative, Klaus sentait un morceau de sa dignité s'échapper, se souvenant des bains chauds à la maison, de la sensation d'un drap propre, un luxe qui semblait maintenant appartenir à une autre vie, à une autre planète. Il voyait dans les yeux de ces hommes le même épuisement, la même résignation, mais aussi la même étincelle d'espoir que peut-être, un jour, ils pourraient se sentir propres à nouveau. La barbe et les cheveux, longs et emmêlés, étaient un autre défi constant. Le manque d'hygiène les transformait en nids de poux et en enchevêtrements qui rendaient difficile même le port du casque. Avec des couteaux de tranchée ou des lames émoussées, les soldats essayaient de raser ce qu'ils pouvaient, dans un rituel douloureux et dangereux. Ivan Volkov se souvenait d'un compagnon qui, en essayant de tailler sa barbe avec une baïonnette improvisée, s'était retrouvé avec une coupure profonde au cou, qui s'était rapidement infectée dans le froid. L'infirmière Lena Petrova, dans son poste médical improvisé, voyait quotidiennement les conséquences de ces tentatives désespérées. Coupures, infections purulentes, gangrènes s'installant dans des blessures minuscules qui, dans des conditions normales, auraient été facilement traitées. C'était un cycle vicieux de douleurs et de maladies. Les vêtements étaient un chapitre à part dans la saga de la misère. Imprégnés de sueur, de saleté, de sang séché et invariablement de poux, ils étaient une extension de la souffrance. La propreté se résumait à secouer la neige ou à les frapper vigoureusement contre un tronc d'arbre, dans l'espoir de déloger les parasites et la boue qui s'accumulaient. Les sécher était un défi presque impossible. Avec la chaleur du corps, sous d'autres couches de vêtements, les soldats tentaient de dissiper un minimum d'humidité, mais ce qu'ils obtenaient n'était qu'un environnement humide et chaud, propice à la prolifération de maladies et de champignons. L'odeur était insupportable, un mélange de sueur, d'urine, de fumée et de l'acidité de la saleté accumulée. C'était une odeur qui s'accrochait à la peau, aux narines, à l'âme, devenant partie intégrante de l'expérience du front de l'Est. La résilience humaine, tant vantée, montrait son côté le plus sombre, la capacité de s'adapter à l'inimaginable, d'accepter l'inacceptable. Cependant, au milieu de toute cette sordidité et de ce désespoir, il y avait un souvenir, une tradition culturelle qui, pour beaucoup de ces hommes, surtout les soviétiques, représentait le summum de la propreté, de la chaleur et de la camaraderie, un contraste brutal avec la réalité glaciale des tranchées. Un souvenir lointain, presque un rêve fiévreux de cet endroit qui, en temps de paix, était fondamental pour l'hygiène et pour l'âme, la banya. Mais cette image de pureté et de fraternisation
était un luxe inimaginable pour la plupart des combattants sur le front de l'Est, un mirage dans un désert gelé de privations. Au milieu du chaos et de la désolation qui balayait le paysage glacial, la banya, le bain traditionnel russe, représentait pour les soldats soviétiques bien plus qu'un simple endroit pour se laver. C'était un morceau de l'âme, un lien vital avec la civilisation, la famille et l'identité elle-même. Pour beaucoup, comme le jeune soldat Ivan Volkov, le souvenir de la banya dans son village natal avec l'odeur de bois brûlé, la vapeur dense et la sensation de propreté profonde était un réconfort lointain, presque un rêve fiévreux, qui parfois semblait plus réel que la réalité glaciale qui l'engloutissait. La banya n'était pas seulement un bain, c'était un rituel. Un espace où la chaleur suffocante de la vapeur, générée par des pierres incandescentes, pénétrait la peau et les os, expulsant le froid implacable et la saleté accumulée. Après avoir transpiré abondamment, il était courant de se frotter avec des rameaux de bouleau ou de chêne, le vénic, qui stimulèrent la circulation et laissèrent la peau revigorée. Le choc thermique, souvent avec une immersion dans la neige ou dans une rivière gelée, faisait partie intégrante de l'expérience, un acte de purification et de résistance. Mais, au-delà de l'hygiène physique, la banya était un centre social. Là, les hiérarchies militaires se diluaient dans la vapeur, et les hommes pouvaient se confier, partager des histoires, rire et, pendant quelques moments précieux, oublier la dureté de la guerre. C'était un endroit pour se rattraper, pour se sentir humain à nouveau, loin de la menace constante de mort et de la dégradation des tranchées. Pour Ivan Volkov, le souvenir de ces moments était un fil ténu qui le reliait à la vie d'avant la guerre. Il se souvenait de son grand-père racontant des histoires, tandis que la vapeur remplissait l'environnement, de l'odeur de savon fait maison et de la sensation d'être vraiment propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. À Stalingrad, au milieu des décombres et de la puanteur de la mort, ce souvenir était un baume pour l'âme, mais aussi une torture, car la réalité était cruellement différente. L'hygiène était un luxe inaccessible, et le corps d'Ivan, comme celui de ses camarades, accumulait la saleté, les poux et la marque indélébile de la souffrance. Cependant, la nécessité aiguise l'ingéniosité, et l'importance de la banya pour le moral et la santé des soldats soviétiques était si grande que, même dans les conditions les plus défavorables, ils essayaient de recréer cette oasis. Dans les forêts gelées aux alentours de Leningrad ou dans les steppes balayées par le vent, surgissaient les banyas de campagne. C'étaient des adaptations précaires, mais héroïques, de la tradition. Une tente improvisée faite de bâches ou de couvertures était montée. Au centre, un trou dans le sol abritait des pierres qui étaient chauffées jusqu'à devenir incandescentes dans des feux à ciel ouvert. De l'eau, souvent obtenue en faisant fondre la neige et la glace, était jetée sur les pierres, créant une vapeur dense et chaude qui transformait cet espace improvisé en un sanctuaire temporaire. Ces moments étaient rares, dangereux et éphémères. Le processus de chauffage des pierres et de l'eau demandait du temps et des ressources, et l'odeur de fumée pouvait attirer l'attention ennemie. Mais lorsque l'opportunité se présentait, c'était une véritable aubaine. Les soldats se relayaient, retirant leurs vêtements sales et gelés, sentant la chaleur envahir leur corps meurtri. La propreté était rudimentaire, faite avec un morceau de savon et l'eau rationnée, mais la sensation d'avoir la saleté et le froid éloignés, même pour peu de temps, était un soulagement bienvenu. C'était comme une réinitialisation mentale et physique, une brève pause dans la folie de la guerre. Dans ces abris fumants et exigus, les hommes parlaient doucement, partageaient le peu qu'ils avaient et, pendant un instant, redevenaient de simples hommes, pas des machines de combat. La camaraderie se renforçait, et l'espoir, même fragile, était ravivé. La banya de campagne, aussi improvisée soit-elle, n'était pas seulement un moyen de combattre les poux ou la gale, c'était un acte de résistance contre la déshumanisation imposée par la guerre. C'était l'affirmation que, malgré tout, ils étaient toujours des êtres humains, méritant dignité et propreté. La tentative de recréer la banya était un témoignage de la résilience soviétique, de sa connexion profonde avec la culture et de son refus de succomber complètement à la barbarie. Pour les soviétiques, la banya était un rappel de la maison, de la famille, de la vie normale. C'était un morceau de la Russie qu'ils emportaient avec eux, même aux confins de l'enfer glacé. Et cette connexion culturelle avec l'hygiène et le bien-être était un facteur de différenciation important dans la manière dont ils géraient les privations. Alors que pour certaines armées, l'hygiène était une question de discipline et de règlement, pour les soviétiques,
Elle était intrinsèquement liée à l'âme, à la tradition et au moral. Cette approche contrastait significativement avec celle des autres combattants sur le front de l'Est, révélant différentes priorités et stratégies pour affronter la brutalité de l'hiver russe. Cependant, les nuances de la survie sur le front gelé allèrent bien au-delà des différences tactiques ou de la capacité à supporter le froid, plongeant profondément dans les questions les plus fondamentales de l'existence humaine, l'hygiène. La façon dont chaque armée abordait ce besoin fondamental révélait beaucoup sur sa logistique, sa culture et, en fin de compte, sa capacité à résister à l'enfer du front de l'Est. Au début, la machine de guerre allemande, la Wehrmacht, affichait une infrastructure de soutien qui, en temps normal, était source de fierté et d'efficacité. Au début de l'opération Barbarossa, en 1941, le sergent Klaus Richter, un homme qui a toujours valorisé l'ordre et la propreté, aurait encore pu avoir accès à des unités de lavage mobile. Imaginez, des camions adaptés qui, en théorie, pouvaient offrir un bain chaud ou du moins une douche improvisée et des fournitures de savon pour les hommes. C'était un luxe, un vestige d'une guerre qu'ils espéraient rapide et victorieuse, un signe que l'Allemagne prenait soin de ses soldats en maintenant leur morale élevé et leur présentation impeccable. Klaus, dans ses souvenirs les plus lointains, pouvait se rappeler la sensation d'une peau propre même pour quelques heures, un soulagement momentané de la saleté et du prurit incessant. Mais, mon ami, l'hiver russe n'était pas une plaisanterie, et la mégalomanie d'Hitler a trouvé sa limite dans les steppes gelées. La logistique allemande, autrefois si impeccable et organisée comme un moteur bien réglé, s'est effondrée sous le poids de la neige, de la glace et de la résistance soviétique. Ces camions de lavage mobile, qui furent un jour des symboles de modernité, se sont transformés en carcasses gelées au bord des routes impraticables, où n'arrivaient tout simplement pas là où ils étaient nécessaires. Le savon, autrefois abondant, devint une rareté plus précieuse que l'or, échangé contre des rations ou des cigarettes. Klaus Richter, qui a commencé la guerre avec un uniforme relativement propre et l'espoir d'une victoire rapide, a vu sa dignité s'évanouir avec l'hygiène. La réalité sur le front pour lui et ses camarades allemands, qui jouissaient initialement de ressources supérieures, a rapidement égalé, voire surpassé en précarité, les conditions des soldats soviétiques. L'image du soldat propre et discipliné de la Wehrmacht, si soigneusement cultivée par la propagande nazie, se désintégrait jour après jour sous des couches de saleté, de poux et de l'odeur âcre de corps non lavés. De l'autre côté de la tranchée, le soldat Ivan Volkov et ses camarades soviétiques, disons qu'ils étaient déjà aguerris dans l'art de l'improvisation et de la résilience. Habitués à une logistique qui, par nature, était plus spartiate et axée sur la survie à tout prix, ils étaient peut-être paradoxalement mieux préparés à la brutalité de cet hiver. La culture de la banya, le sauna russe, était un atout. Même sans les structures formelles, la banya représentait plus qu'un bain. C'était un rituel de purification, un moment de camaraderie et un refuge contre le froid glacial. Ivan et ses collègues, au milieu du chaos de la guerre, construisaient souvent des banyas improvisés, des trous dans le sol, des tentes en toile ou des cabanes en bois grossier chauffées par des pierres incandescentes et un seau d'eau. Ce n'était pas le luxe d'une douche mobile, loin de là, mais c'était un soulagement, un répit qui permettait de gratter les poux, de laver les vêtements, s'il y avait assez d'eau et de temps pour les sécher, et, pour un bref instant, de se sentir humain à nouveau. Cette capacité d'adaptation, de faire beaucoup avec presque rien, était une caractéristique intrinsèque de l'armée soviétique, forgée par des générations de privations et par l'immensité du territoire. Alors que la réalité sur le front était celle d'une saleté généralisée et d'une lutte quotidienne contre les parasites et les maladies, la machine de propagande des deux côtés travaillait à plein régime, essayant de peindre un tableau de soldats propres, héroïques et disciplinés, dignes de couverture de magazines. Des images de soldats allemands impeccables, avec leurs uniformes bien repassés, ou de braves combattants soviétiques au teint rosé et au regard déterminé, étaient diffusées auprès du public interne et externe. Le message était clair, c'étaient des hommes forts, sains, moralement supérieurs, luttant pour une juste cause. La réalité, mon cher, était autre, bien différente de celle qui passait sur le grand écran ou dans les pages des journaux. Sur le front, la saleté était la règle, pas l'exception. Les poux étaient une épidémie omniprésente. La gale rongeait la peau et la dysenterie se propageait comme un incendie dans les broussailles sèches.
L'image du soldat héros, souvent, cachait un corps épuisé, malade et infesté, dans une bataille silencieuse et ingrate contre les conditions sanitaires les plus élémentaires. Et c'est là qu'intervient un élément qui passe souvent au second plan dans les grandes narrations de guerre, mais qui fut absolument crucial, le rôle des femmes. Sur le front de l'Est, elles n'étaient pas seulement à l'arrière, mais activement impliquées dans le combat et le soutien logistique, y compris dans le maintien de l'hygiène. L'infirmière Lena Petrova, par exemple, ne s'occupait pas seulement des blessures grotesques et des maladies qui décimèrent les soldats, mais se retrouvait également dans un effort herculéen pour maintenir un minimum de décence et d'hygiène dans les hôpitaux de campagne. Elle et ses collègues lavaient les bandages, faisaient bouillir l'eau pour la stérilisation quand c'était possible, et essayaient, avec des ressources minimales, de garder les lits propres et les blessés à l'abri des infections secondaires causées par la saleté. Mais le rôle féminin allait au-delà des infirmières. Des femmes civiles et des femmes soldats étaient souvent responsables d'organiser les bagnas improvisés, de laver les quelques vêtements disponibles des hommes, de préparer les repas dans des conditions insalubres et de maintenir un semblant d'organisation au milieu du chaos. Elles étaient, à bien des égards, la colonne vertébrale invisible qui tentait de maintenir l'humanité dans un environnement qui la déshumanisait à chaque minute. La présence féminine apportait une touche de soin et d'organisation qui était vitale pour le moral et la santé des combattants. L'expérience de l'infirmière Lena Petrova, voyant de près la dégradation physique et mentale des soldats, tant allemands que soviétiques, était un témoignage frappant que dans les conditions extrêmes du front de l'Est, les différences de nationalité ou d'idéologie s'évanouissaient face à la misère partagée. Elle voyait Klaus Richter, lorsque les Allemands étaient capturés, aussi sale et désolé qu'Ivan Volkov. La guerre, en fin de compte, les mettait tous au même niveau dans la même boue, le même froid, la même lutte pour un minimum de dignité. L'hygiène, qui en temps de paix est un acte anodin, se transformait en un luxe inaccessible, un rêve lointain. Son absence n'était pas seulement un désagrément, c'était une sentence de mort lente, à travers des maladies qui auraient pu être prévenues, des infections qui gangrenèrent des membres et un épuisement mental qui minait la volonté de vivre. L'histoire de l'hygiène sur le front de l'Est est un miroir cruel de la déshumanisation de la guerre. Il ne s'agissait pas seulement de balles et de bombardements, il s'agissait de la dignité volée, de la santé compromise et de la lutte quotidienne contre un ennemi invisible, mais implacable, la saleté, la maladie et le froid. C'est une leçon amère sur ce que signifie être humain dans des conditions inhumaines et comment la résilience et l'improvisation peuvent être les seules armes contre une souffrance inimaginable. Les souvenirs d'Ivan Volkov, le désespoir silencieux de Klaus Richter et l'abnégation de l'infirmière Lena Petrova nous rappellent que la guerre est bien plus que des stratégies et des victoires. C'est la destruction de l'essence humaine, corps et âme, dans un scénario où même un simple bain devient un acte d'héroïsme. Si cette réalité brutale et la profondeur de la souffrance de ces hommes et femmes vous ont marqué, laissez-nous votre pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains documentaires et dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette histoire? Nous voulons connaître votre opinion. La guerre est un portrait de l'humanité dans ce qu'elle a de pire, mais aussi dans sa lutte la plus pure et désespérée pour la survie. À la prochaine, les amis!